VDI. Bruxelles-Metula. Stéphane, bonjour. Stéphane, est-ce que vous êtes avec nous ? Oui, bonjour Stéphane. Ouais, on est là. Voilà, vous êtes bien avec nous. Stéphane, je l'ai dit, on va revenir bien évidemment sur les attentats en Espagne. Je dis les, car il y a eu un nouvel incident cette nuit. On parlera de la situation entre Israël et le Hezbollah également. On fera un point là-dessus avec vous. On terminera par une note sportive avec des bonnes nouvelles pour Israël, avec les victoires de Beersheva et de Maccabi Tel Aviv respectivement en Champions League et en Europa League. Ce sera pour la fin de notre entretien. Mais Stéphane, on commence par l'actualité chaude, l'actualité lourde. Ce sont les attentats en Espagne. Alors hier, on avait déjà une voiture bélier qui a foncé sur la foule près des Ramblas, qui a fait 13 morts, une centaine de blessés. Eh bien, cette nuit, il y a 6 civils et un policier qui ont été blessés très tôt ce matin, ou très tard hier soir. Il était aux alentours de minuit chez nous. Il était 22h en Espagne. Ça s'est passé cette fois à une centaine de kilomètres au sud de Barcelone, dans la cité balnéaire de Cambrils. C'est une ville assez touristique. Et là également, une voiture a foncé dans la foule, une voiture avec 5 personnes à bord. Ils ont tous été abattus par la police. Alors Stéphane, avant de rentrer dans l'analyse stratégique avec vous, comme à notre habitude, je voulais vous demander comment est-ce que vous suivez ce genre d'informations depuis Israël. Je sais que c'est une question que je vous ai déjà posée, mais est-ce que les choses changent ? Comment vous vivez les attentats sur le sol européen depuis Israël ? Ça dépend où ils se produisent, Jim. En ce qui concerne Barcelone, on a simplement des correspondants à Tarragone. Tarragone, c'est l'endroit, c'est la cité qui se trouve au sud de Barcelone où s'est produit la seconde attaque. Et puis on a par hasard, on a des relais un peu partout, mais on a quelqu'un à Barcelone qui habite à 100 mètres des Ramblas, donc on n'a pas eu beaucoup de problèmes. On les a eu tout de suite en ligne. D'abord pour s'assurer qu'ils étaient en bonne santé et qu'ils n'avaient pas été touchés par les attentats, bien entendu. Et puis ensuite pour avoir des nouvelles fraîches. Et puis ici on a plein d'antennes sur le toit de la rédaction de la MENA, des antennes paraboliques. On a à peu près 3000 chaînes de télévision. Et puis on a la chance d'avoir des gens ou nous-mêmes de parler à la fois l'espagnol et le catalan. Donc on a suivi les chaînes de télévision quand on n'avait pas d'intervention en direct de nos amis. On a suivi ça à la télévision catalane et espagnole en fait pratiquement toute la nuit. Et puis on a aussi écouté les réactions en Israël et dans le monde quand elles ne venaient pas de ces mêmes sources. Stéphane, après les nombreuses attaques béliers qu'il y a en Israël, après ce qui s'est déjà passé à Nice, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a un tout petit peu plus d'1 an, est-ce que ça vous choque, est-ce que ça vous surprend qu'une voiture puisse faire... Évidemment, on ne peut pas barrer toutes les routes, mais si proche des Ramblas, ça vous choque qu'une camionnette puisse avoir accès et puisse renverser la foule ? Non, c'est pas possible de l'empêcher, ça. Il y a des dizaines de millions de voitures. On va pas fermer toutes les villes à la circulation. Ce sont les attentats les plus économiques qu'on puisse imaginer, Jim. Ça a rien coûté. Ils ont réussi à tuer pour l'instant 13 personnes, mais j'ai peur que le bilan ne s'alourdisse durant ces prochaines heures. On n'achète même pas, on loue une camionnette. On n'a pas trouvé d'explosifs. Il y avait 2 camionnettes à Barcelone, une troisième à Tarragone. Ça coûte rien, ça coûte quelques centaines d'euros. Et puis les gens qui réalisent ces attentats, les terroristes, eh bien, ce sont des volontaires, ce sont des gens qui, pour faire triompher une certaine vision de l'islam, et ça faut pas l'oublier, c'est-à-dire que ils savent exactement pourquoi ils le font. Eh bien, ils le font de manière gratuite. Et c'est leur option de vie, c'est leur décision, c'est leur manière de voir le monde. Donc, tant qu'il y a des gens qui sont dans cette optique, qui vivent dans cet angle, eh bien, on pourra pas éviter ce genre d'attentat. La seule chose qu'on peut faire physiquement, c'est de mettre des gros blocs de béton autour des passants. Ça se fait beaucoup en Israël, autour des aéroports ou des institutions importantes, pour empêcher justement des véhicules de franchir les trottoirs, mais on en met beaucoup, ça va pas annuler ce risque. Mais Jim, si vous permettez, ce qui nous choque, c'est quelque chose de différent. Là, on se positionne
au niveau stratégique. Parce que d'après ce qu'on vous a dit il y a 3 ans, vous les Européens, la guerre avec Daesh est terminée. On a envoyé en contingent expéditionnaire en Syrie et en Irak. On a bombardé l'État islamique jour et nuit. On vous a expliqué que c'était la guerre contre le terrorisme après les attentats de Zaventem, de Paris, de Londres et de Madrid, et que c'était comme ça qu'il fallait faire la guerre au terrorisme. On vous a dit qu'en annihilant Daesh en Syrie et en Irak, eh bien on annihilerait ou on diminuerait fortement le risque d'attentat en Europe. Et puis il faut bien constater que c'est pas vrai. Et puis si c'est pas vrai, ça veut dire qu'on s'est trompé. Mossoul est tombé, Raqqa est sur le point de tomber. Il y a pratiquement plus de Daesh en Syrie ou en Irak, certainement pas en position de réaliser ce genre d'attentat. Alors quelqu'un a fait le mauvais choix stratégique, le faux choix stratégique, en pensant qu'on pouvait faire une guerre conventionnelle, mener une guerre conventionnelle contre Daesh en Syrie et en Irak, et que c'était la bonne manière, c'est ce qu'on vous a dit, d'éradiquer la menace terroriste en Europe. Mais Stéphane, on entend souvent quand même des experts, des analystes, notamment sur notre antenne de Radio Judaïka, des experts nous dire que la façon dont l'État islamique procède aujourd'hui, avec des attentats sporadiques en Europe, eh bien c'est leur seul moyen de réaction aujourd'hui, et c'est peut-être une preuve qu'on les a affaiblis aussi. Vous n'êtes pas d'accord avec cette analyse, vous ? Disons que si on les a affaiblis, ils multiplient quand même leur capacité de frapper. Non, je suis pas du tout d'accord avec cette analyse. D'abord, la restriction à Daesh, elle est pas correcte. On a affaire à une nébuleuse terroriste, une nébuleuse. C'est pas du tout une pyramide. On incite les gens, ou ces spécialistes incitent les gens à penser que Daesh, c'est une pyramide bien lisse avec quelqu'un au sommet qui prend des décisions, avec des généraux qu'envoient ici et là les terroristes en Europe fomenter des attentats, mais c'est pas ça du tout. Il existe une masse critique beaucoup plus importante qui est faite surtout de volontaires, de cellules locales, de cellules qui fonctionnent indépendamment. C'est tout à fait faux d'imaginer que les décisions d'effectuer des actes terroristes en Europe se prennent à Mossoul et Raqqa, et c'est une erreur qui est même dangereuse. Déjà, pour répondre à votre question, Jim, parce qu'il n'est pas possible quand on est à Mossoul ou à Raqqa, mais bon, Mossoul c'est plus aux mains de Daesh déjà, mais et Raqqa on peut plus prendre de décision à Raqqa, il reste 2 quartiers aux mains de Daesh, ils ont autre chose à faire que de préparer des attentats à Barcelone et à Tarragone. Donc, imaginez que c'est possible depuis là-bas de connaître les Ramblas et Tarragone, c'est se bercer d'illusions. Ce sont des cellules, ce sont des gens qui vivent en Europe, qui vivent sur ces spots et qui connaissent chaque rue et aussi bien que les autochtones, aussi bien que les services de sécurité, et ils savent exactement ce qu'ils ont à faire. Ce sont des attentats qui ne sont pas complexes. Si on s'asseyait tous les deux et puis qu'on avait cette philosophie de vie, de destruction, eh bien on pourrait fomenter un attentat dans n'importe quelle ville d'Europe en l'espace de 4 ou 5 heures de réflexion. Et on n'a pas besoin de recevoir pour cela en ordre venant de Raqqa. Donc c'est évident que ces actes sont préparés par des cellules islamistes locales qui travaillent indépendamment. Elles n'ont pas besoin de ces ordres. Et ça aussi, c'est une erreur de lecture. Elles connaissent. Il existe une guerre, pas pour nous. C'est ça qui complique la réflexion. C'est-à-dire que l'Occident n'est pas en guerre avec cette partie de l'islam. C'est cette partie de l'islam qui est en guerre avec l'Occident. Et ça fausse toute la réflexion. Mais ces gens nous haïssent. Ils nous haïssent au point qu'ils sont prêts de perdre leur vie, de donner leur vie simplement pour tuer quelques Européens totalement innocents, qui ne sont pas leurs ennemis parce qu'ils participent à une guerre contre eux, qui sont leurs ennemis théoriques, leurs ennemis philosophiques, leurs ennemis religieux. C'est-à-dire que vous avez l'impression
que ce sont des hôtes, des migrants qui viennent qui viennent partager votre vie et qui sont invités en Europe. C'est pas du tout leur manière de voir les choses, Jim. Pour eux, l'Europe et le monde leur appartiennent et c'est vous qui êtes des invités. Pour eux, en ce qui concerne l'Espagne, et je lis des textes tous les jours à ce propos, l'Espagne, c'est Dar al-Islam. L'Espagne, c'est un espace, c'est un pays, la péninsule ibérique, qui a appartenu à l'islam et qui lui appartient encore. C'est-à-dire qu'ils ont perdu une guerre contre la chrétienté, mais la théorie du Dar al-Islam, elle dit que un territoire qui a été musulman, il reste musulman. Et dans leur optique, la terre leur appartient et vous êtes en train de la souiller. Et c'est délicat, c'est pas politiquement correct à réfléchir, mais c'est vrai, c'est comme ça qu'ils entrevoient le monde. Et si vous êtes capable d'ouvrir votre esprit, je parle aux Européens, et de concevoir que des gens puissent penser comme ça, vous allez réfléchir de manière correcte pour également penser à comment les arrêter, comment contenir ces assauts. Mais si vous continuez à imaginer que ces gens qui partagent en fait votre espace, je parle pas, et je veux bien le préciser, de tous les musulmans, loin de là, n'amalgamons pas, ce serait terrible de le faire, mais de cette frange qui fait également partie de cette population immigrée. Si vous imaginez qu'ils sont comme vous, qui partagent vos valeurs, qui partagent l'amour de la vie et qui partagent l'amour de vous, eh bien, ces attentats vont continuer. Il existe un réservoir quasi infini auprès de cette population musulmane. Et c'est un grand problème, c'est-à-dire que il n'y a pas de difficulté de recrutement. C'est-à-dire qu'à Bruxelles, il y a des centaines de personnes qui sont prêtes à commettre ce genre d'attentat. Il y a des milliers de personnes qui se réjouissent ce matin et pour lesquelles c'est une victoire ce qui s'est passé à Barcelone et à Tarragone. C'est très désagréable à entendre, c'est encore plus désagréable à dire, je peux vous le promettre, mais c'est la vérité. Ce matin, à Bruxelles, à Paris, à Londres, il y a des milliers de personnes qui se disent qu'ils c'était bien joué, que ces gens sont des martyrs et qu'ils ont leur place près d'Allah et qu'ils ont déjà reçu leur lot de vierges en récompense de ce qu'ils ont fait. Alors, attaquer en Syrie et en Irak, c'était le choix politiquement correct, mais c'était pas le choix stratégiquement correct. Le choix stratégiquement correct, qui est délicat, c'est de contrôler les populations immigrées, et il n'y a pas de choix. Il n'y a pas le choix. C'est-à-dire, c'est soit accepter que ces attentats se perpétuent les uns après les autres, avec toujours plus de techniques, c'est-à-dire que l'adversaire, l'ennemi, apprend les conclusions de chacun de ces attentats et les affine et les peaufine sur tous les niveaux. C'est-à-dire que chaque attentat est plus réussi que le précédent, est plus détaillé et plus efficace que le précédent. La seule manière de les contrer, de contrôler les populations immigrées, il n'y a pas le choix. C'est horrible, c'est terrible, c'est pas très démocratique, mais il n'y a pas le choix. Il faut connaître chaque famille, il faut connaître chaque maison. L'ennemi est en Europe, il est intramuros. L'ennemi est en Europe, il n'est pas au Moyen-Orient, il n'est pas en Syrie, il n'est pas en Irak. C'est désagréable à entendre, mais c'est la réalité malheureusement. On s'est trompé de guerre. Les gens qui vous dirigent se sont trompés de guerre. Et de plus, en Syrie et en Irak, on fait plus de mal que de bien. Parce que vous avez rompu l'équilibre. Vous, je parle des Européens, bien entendu, pas des auditeurs de Radio Judaïka. Vous avez rompu l'équilibre entre les sunnites et les chiites. Vous êtes en train de remplacer Daesh en Syrie et en Irak par l'Iran. Et l'Iran est beaucoup plus dangereux que Daesh. Chaque portion de territoire en Syrie et en Irak qui est libérée de l'emprise de Daesh est aussitôt saisie par l'Iran. Déjà, l'Iran
commande ce qui se passe, contrôle ce qui se passe en Irak, et c'est très grave. C'est ce que j'appellerais la stratégie de la télévision, c'est-à-dire que les militaires aussi et les stratèges ont été marqués par ces crimes atroces qu'ils ont vus en images, ces décapitations, cette pression infernale de Daesh sur les populations, cette violence extrême. Mais cette violence extrême, elle existe aussi en Iran. Simplement qu'on la montre pas de la même manière. Il faut arrêter. C'est pas le fondement. Le fondement, c'est la lutte entre les sunnites et les chiites. Et qui va payer les pots cassés de cette erreur, de cette faute stratégique? Stéphane, là, je pense qu'on s'écarte un peu de l'actualité chaude de la matinée. Là, on rentre un peu trop dans l'analyse. Malheureusement, vous le savez, le matin, on n'a pas tout le temps qu'on aimerait. Donc, ce que je vous propose, j'ai une dernière question à vous poser sur les événements d'hier, parce que on a eu des nouvelles via le ministre belge des Affaires étrangères, Didier Reynders. On sait qu'il y a une victime belge, une néerlandophone de Tongres. On sait qu'il y a également d'autres Belges qui figurent parmi cette centaine de blessés. Stéphane, est-ce que vous avez vu passer des informations concernant des Israéliens qui se trouvaient à Barcelone? On sait qu'il y en a qui n'ont pas répondu encore aux appels. Vous savez s'il y en a qui figurent parmi les blessés, les victimes? Non, pas encore. Ce qu'on peut dire, c'est que les Ramblas, c'est les Champs-Élysées de Barcelone, et qu'il n'y a que des touristes au Ramblas. Les Barcelonais ne se baladent pas au Ramblas, il n'y a rien à voir. Il y a des grands magasins pour touristes, c'est une longue avenue, et il y a pratiquement 80% de touristes, donc il est malheureusement probable qu'il y ait d'autres Européens, et probablement des Israéliens et des ressortissants de pays arabes, notamment des Libanais. Ça, on sait qu'il y en avait, et c'est ce qui était visé par ces terroristes islamistes. Stéphane, ça va être un peu juste, je pense, pour parler du Liban, mais il nous reste quand même 2 petites minutes, et je pense que c'est important dans des journées comme aujourd'hui où l'actualité est assez dure, assez lourde, de terminer sur une note positive. Je sais que certains de nos auditeurs sont friands d'informations sportives, de votre diversité au niveau de l'analyse. Stéphane, on n'a eu que des bonnes nouvelles pour le football israélien, c'est assez rare pour le notifier, avec 2 belles victoires, celle du Maccabi Tel Aviv hier, mais surtout, c'est celle-là qu'on va retenir principalement, la brillante victoire d'Hapoel Beersheva face aux Slovènes de Maribor. Ça s'est passé dans le stade comble de Beersheva. J'ai d'ailleurs vu ça dans un article assez long sur la Metula News Agency. Alors Stéphane, vous avez vu ce match. Est-ce que cette fois-ci les joueurs du Negev ont mis le style? Parce qu'on sait que les dernières fois c'était plutôt difficile. Le résultat était là, mais le jeu n'y était pas. Est-ce que cette fois le jeu y était, Stéphane? Alors le jeu y était, et peut-être que le résultat n'était pas suffisant, parce que mardi prochain les choses vont se décider en Slovénie, à Maribor. Beersheva l'a emporté sur le score de 2-11 sur une terrible bévue de la défense de Beersheva. 3 joueurs dont le gardien sont empêtrés avec le ballon qui n'était pas dans les pieds de l'adversaire, et ont permis aux Slovènes de marquer un but important. Il faut soit faire match nul, soit bien entendu gagner, soit marquer plus d'un but, c'est-à-dire 2 buts en perdant par un but d'écart. C'est tout à fait faisable, Jim. Beersheva est sur le plan du football supérieur à Maribor. On l'a vu, c'est une supériorité même intéressante. Il n'y a pas eu d'action de Maribor dans les 16 mètres de Beersheva. Il y a eu quelques tirs, mais ils sont incapables de s'approcher du gardien, c'est important. Et puis maintenant, il faut réaliser. Mais Maribor a d'autres atouts. Maribor a une équipe très sérieuse, très soudée, dont les joueurs pratiquent ensemble depuis très longtemps. Donc ils ont pas d'éclat du tout. C'est un football assez gris, mais ils sont très appliqués, et ils sont prêts à utiliser la moindre faille dans le système de Beersheva. Pour que nos auditeurs sachent exactement de quoi on parle, il suffirait d'un but de raccro de la part des Slovènes, un petit 1-0 au match retour, pour que Beersheva n'accède pas à la phase des poules de la Champions League, ce qui serait terriblement dommage, mais c'est comme ça quand on le porte d'un but. Et puis rapidement, alors Altar, qui est une cité autrichienne tout près de la frontière
liechtensteinoise et suisse, qui recevait à Innsbruck le Maccabi Tel Aviv hier, a perdu par 1-0. On peut pas donner les mêmes louanges à propos du Maccabi Tel Aviv. C'est l'équipe qui est entraînée par Jordi Cruyff, le fils de Johan Cruyff. Et puis c'est un tout petit football, c'est-à-dire que il n'y a pas un footballeur du Maccabi Tel Aviv qui a une classe internationale. Il y a très peu de technique, mais il y a beaucoup de tactique, des joueurs regroupés autour du gardien qui pratiquent en contre. Il y a beaucoup de déchets. Maccabi Tel Aviv aurait pu classer le match bien avant cela à 2 reprises. Ces joueurs sont présentés seuls devant le gardien autrichien. L'équipe autrichienne, c'est une équipe de bûcherons, en tout cas de tâcherons. Il y a eu quelques attaques israéliennes, très peu d'attaques dangereuses de la part des Autrichiens, puis 1-0. Faut quand même dire que c'est sur 11 matchs disputés en Europe cette saison, c'est la 10e victoire du Maccabi Tel Aviv. Donc cette sorte d'anti-football est payante, mais elle n'ajoute pas beaucoup de gloire au football israélien, au contraire du football champagne que présente Hapoel Be'er-Sheva. C'était un très bon football. Ils sont rachetés, pour répondre à votre question, Jim, ils sont rachetés de leur prestation d'il y a 2 semaines, tout en se qualifiant pour cette phase de jeu, pour cette phase de la coupe. C'était du très beau football, mais un petit peu moins efficace. Beaucoup d'occasions, peu de buts. Be'er-Sheva est supérieur. Normalement, il devrait passer. La réponse mardi prochain au match retour à Maribor. Tout Israël sera devant ses écrans de télévision. Voilà, tout Israël et une grande partie de nos auditeurs aussi. Stéphane Witter, passé de 22 minutes. Merci beaucoup Stéphane d'avoir été avec nous en direct sur Radio Judaïka. Merci à vous et malgré les informations difficiles, on vous souhaite cordialement un excellent week-end dans toute la Belgique. Vous aussi Stéphane, Shabbat Shalom aussi et à tous vos collaborateurs de la Métulanie.